Jongleur des mots, dompteur d'idées. Mathieu Bock-Côté, tout un spectacle cérébral. À cause des universités des universités anglophones, le fait qu'ils sont en train d'angliciser Montréal, vous êtes, excuse-moi là, mais vous êtes plein de marde. Puis là, je vais retirer mes propos, mais vous êtes dans le champ. Il faut avoir un discours respectueux. Alors, Frédéric Lacroix est avec nous. Frédéric Lacroix qui est le plein de marde du jour. Je suis fasciné que ce thème apparaisse dans l'actualité grâce à la bouche d'un député libéral qui est bien éloigné de la figure de Jules de Lantagnac, qui est une autre figure de franco-ontarien de combat, fictif cela dit, dans l'histoire de nos lettres. Frédéric Lacroix, bonjour. Bonjour. Alors, redonnez-nous le contexte un peu, parce que normalement, on vous connaît comme chercheur indépendant en démographie linguistique, on vous connaît comme l'auteur d'un livre primé par l'Assemblée nationale, on vous connaît à la manière de des intervenants réguliers dans la vie publique pour nous permettre de mieux comprendre la situation linguistique. On vous sait à l'origine de plusieurs concepts qui ont permis d'approfondir notre compréhension de la vie politique sur le plan linguistique et démographique. Et là, on vous apprend désormais sous la catégorie quelque peu inattendue de plein de marde. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette insulte? Quelles informations avez-vous dévoilées qui ont poussé ce député libéral franco-ontarien vers l'injure? J'ai simplement été invité par un député du Bloc québécois à présenter au comité permanent sur les langues officielles, donc au Parlement à Ottawa, mes travaux sur le financement des universités, parce que c'est un sujet d'intérêt. Ce comité-là discute du sous-financement des francophones hors Québec. Donc, dans ce cadre-là, j'ai présenté mes travaux sous une forme très succincte. Là, j'avais 5 minutes. Donc, j'ai fait un résumé de la question, de la chose comme je la vois. Ce député, ça n'a pas fait son affaire, apparemment. Ce qui a déclenché la chose, c'est que d'emblée, lors de son intervention, il m'a traité d'extrémiste et que je n'ai pas accepté le terme. Donc, tout ça a causé une sorte d'explosion émotionnelle. Alors, c'est très intéressant parce que finalement, il y a deux insultes là-dedans. Extrémiste, pour le diagnostic, c'est-à-dire que poser un certain diagnostic sur la question linguistique peut générer le terme extrémiste. J'ai l'impression, en entendant cela, d'être quelque part dans le débat autour de la loi 101 en 1977, quand on a mobilisé toute l'histoire du 20e siècle dans ses parts les plus sombres pour disqualifier le projet du Dr Lorrain. Tout à fait. On est vraiment dans les mêmes réflexes, dans les mêmes thèmes. Moi, ce que je fais, ma spécialité, si on veut, c'est de faire un diagnostic factuel. Donc, je me fonde vraiment sur les données. Donc, j'ai recours aux données de Statistique Canada pour une large part, à celles de l'OQLF. Des fois, je fais mes propres analyses à partir des données du ministère de l'Éducation, par exemple, mais tout ça est factuel et chiffré. Donc, si on veut me contredire, la méthode est simple. Il s'agit de refaire les analyses puis de prouver en quoi je me suis trompé, qu'est-ce que j'ai laissé de côté, en quoi le portrait que je dresse est faux. Mais le débat ne porte pas là-dessus. Donc, il porte sur... Donc, à ce comité-là, le député a été incapable de répondre sur le fond. Donc là, il m'a attaqué sur la forme, donc avec des insultes, pour décrédibiliter le messager, mais sans toucher au message. Donc, le message reste intact, selon moi. Alors, on y reviendra dans un instant, mais il y a une troisième catégorie d'insultes qui vous est servie ces jours-ci. Je suis fasciné, vous devenez un objet de préoccupation publique. Hein. C'est assez fascinant. Donc, il y a plein de marde. Hein. Oui, ça, je sais bien. Donc, première insulte, pleine marde. Insulte bas de gamme d'un cerveau probablement insuffisamment développé. Hein? Insulte pour insulte, monsieur le député. Deuxième insulte, extrémiste. Et troisième, pas vrai expert. Ça, c'est assez intéressant. Je l'ai entendu, c'est une insulte sophistiquée à votre endroit. Donc, plutôt que de remettre en question vos analyses, votre cadre donc, à la fois les chiffres que vous présentez, les analyses que vous présentez, il y a l'analyse, l'insulte, dis-je, pas vrai expert. Comment répondez-vous à cette troisième tentative de disqualification? Oui, celle-là, je ne l'ai pas entendue. Je ne sais pas qui colporte ça, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en science, la science n'a que faire des arguments d'autorité. L'argument d'autorité est nul et non avenu en science. La science, c'est une méthode et la base, c'est la logique suivie par la connaissance. Donc, n'importe qui peut faire ce travail-là. Il suffit de s'y intéresser assez longuement et d'être logique.
Donc, il n'y a pas d'argument d'autorité qui tienne. Il n'y a pas parce que professeur tel a dit telle affaire, c'est vrai, ça ne tient pas. Il faut examiner les faits. Donc, ceux qui disent ça, en fait, font appel à un argument d'autorité qui n'est pas un argument scientifique, qui n'a pas de valeur, à mon sens. Ben, je suis tout à fait d'accord avec vous, je prends la peine de le dire. Alors, mettons, une fois qu'on a laissé de côté le cas Frédéric Lacroix, c'est-à-dire, parce que c'est fascinant, parce que moi qui me passionne pour la sociologie de la respectabilité politico-médiatique, j'ai vu une partie du système chercher à vous éjecter cette semaine, ça s'est retourné sur lui. Mais arrivons sur votre diagnostic, contre lui, dis-je. Mais revenons à votre diagnostic. Là, le débat linguistique a repris depuis quelques mois, quelques années au Québec. La question linguistique n'est plus à plat. C'est désormais un enjeu de débat public, mais elle fonctionne beaucoup sur des impressions, moins sur des faits. Alors, je vous poserai la question, quels sont les principaux faits qui vous semblent essentiels, mais qui sont trop souvent négligés dans la vie publique, justement, dans le débat public? Oui, il y a quelque chose qui est essentiel, je pense, pour comprendre l'explosion du député dans le cadre du comité permanent sur les langues officielles. C'est que selon la loi sur les langues officielles fédérale, la loi a institué une espèce de double majorité au Canada. Il y aurait d'un côté les anglophones qui sont majoritaires hors Québec et les francophones qui sont majoritaires au Québec. Puis moi, ce que j'ai dit au comité, c'est que cette analyse-là me semble erronée. Donc, le fondement intellectuel de la loi sur les langues officielles me semble erroné parce que les francophones, en fait, sont une minorité partout au Canada. D'un point de vue de la vitalité linguistique, ça semble être vrai parce que les francophones se font assimiler partout, incluant au Québec. Là, ça, c'est démontré. Donc, moi, je pense que ça, c'est une des choses importantes à comprendre, c'est que ce que j'ai dit allait, dans le fond, à l'encontre du fondement de la loi sur les langues officielles. Donc, je pense que c'est ça, je touchais vraiment un point délicat. Puis, je pense que c'est ça qui a causé l'explosion. Puis, ce qu'il faut comprendre au Québec aussi, c'est quand on regarde le financement des universités, les universités de langue française au Québec sont sous-financées par rapport au poids démographique des francophones. Puis ça me semble être quelque chose de très, très important pour la vitalité linguistique du français. C'est-à-dire que à Montréal, dans la grande région de Montréal, l'anglais est la langue qui assimile le plus, ce n'est pas le français. Puis, bon, il y a un ensemble de facteurs, comme j'ai dit au comité, c'est pas seulement le financement des universités, mais le financement des universités, c'est une composante quand même importante, parce que les universités sont des institutions qui jouent un rôle central dans la vie publique. Donc, moi, je me penche sur cette question depuis plusieurs années, puis ça me semble être, pour redresser la vitalité du français au Québec, il faut s'intéresser aux universités, au post-secondaire au complet, par exemple, au cégep puis aux universités. Donc, ça me semble être une question vraiment essentielle. Alors, j'ai une suite par rapport à ça. Vous avez dit, et c'est important, les francophones s'assimilent à l'anglais au Québec même. Donc là, on a souvent l'impression, quand on parle de la situation du français au Québec, on se dit la chute, c'est pour demain. Hein? Mommy Daddy, pour reprendre la chanson, c'est pour dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Si on vous lit bien, si on vous écoute bien, l'assimilation, pour vous, elle est déjà commencée. C'est-à-dire que nous sommes engagés dans le processus d'assimilation, de défrancisation, d'anglicisation du Québec. Tout à fait. On a toujours l'impression que, ah oui, ça va pas bien, mais ça va être dans l'avenir, etc. Mais le train de l'assimilation a quitté la gare. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Puis entre 2016 et 2021, dans les recensements, on a vu un bond important de l'assimilation des francophones là, à Montréal. À Montréal, c'est 4,6% des francophones, des jeunes francophones qui ont fait un transfert linguistique vers l'anglais. C'est beaucoup plus que le nombre d'anglophones qui ont fait le chemin inverse. Donc, l'anglais est la langue qui assimile, puis là, c'est en train de prendre de la vitesse. Puis quand l'assimilation démarre, historiquement, c'est un processus qui est presque impossible à arrêter. Donc, ça prend... ça l'a reculé une fois au Canada, c'est quand le Nouveau-Brunswick a eu le statut de province bilingue, donc l'assimilation des francophones a diminué un peu. Mais là, elle est de nouveau en croissance. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est que le Québec est dans une crise linguistique sans précédent dans l'histoire. Ça, moi, ça me semble évident. Puis là, ce qui est en train d'arriver, c'est que les francophones sont en train de se faire assimiler. C'est un processus qui est centré sur l'île de Montréal, mais qui déborde dans toute la banlieue, puis qui prend de la vitesse.
Puis plus ça va prendre de la vitesse, plus on va tarder à prendre des mesures fortes, plus ça va être difficile à casser jusqu'à ce qu'il y ait un point de rupture où ça va être impossible. Puis ça va se passer très vite. Là. Ça ne sera pas un processus linéaire où la chose se produit graduellement au fil des années. À un moment donné, il y a un point de cassure, selon moi, où là, le sol se dérobe sous nos pieds. Puis, par exemple, il y avait un article dans le Journal de Montréal récemment qui disait que dans certaines écoles de Montréal, l'anglais est la langue commune. Là, je dis les écoles françaises. Donc, les jeunes ont choisi l'anglais comme langue commune. Puis ça, je ne peux pas imaginer de signal plus alarmant pour l'avenir que ça. Là. Puis, moi, j'ai entendu aucune réaction de la classe politique face à ça. Fait que ça, c'était un article, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu les chroniques de Jean-François Lisée. Puis il y a toutes sortes d'anecdotes qui convergent. Puis moi, ce que j'aurais fait, si j'avais été ministre de l'Éducation, ce que je ferais, c'est que je convoquerais une commission d'enquête, une étude là-dessus, là, de toute urgence. Il faut avoir le portrait de la réalité. Qu'en est-il là, dans les faits? Parce que ça, c'est le signal le plus alarmant. Moi, j'ai même été un peu surpris par ça, moi, qui a une vision plutôt catastrophiste de la situation. J'ai été surpris que ça se produise à cette vitesse. Donc, moi, je pense qu'il nous reste peu de temps, en fait, pour tenter de corriger la situation. Puis, ce n'est pas les petites mesurettes annoncées par le ministre Roberge qui changent quoi que ce soit. Puis ce qu'on voit aussi, c'est que la loi 96 est déjà oubliée. La loi 96 n'aura pas d'effet structurant majeur. Moi, ce que je pense que la première chose qu'il faudrait faire, c'est la loi 101 au cégep. Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement refuse si obstinément de la faire, alors que Statistique Canada, puis l'OQLF a fait plusieurs études là-dessus. Le constat est accablant. Tu sais, les études postsecondaires sont un facteur d'anglicisation majeur au Québec. Et si on n'agit pas là-dessus, à un moment donné, il va être trop tard, puis ce trop tard-là, il va être bientôt. Alors, il nous reste moins d'une minute. Une question finalement assez simple. Le gouvernement utilise une rhétorique musclée pour justifier des mesures très faibles. Est-ce qu'il n'y a pas un gaspillage d'énergie politique là-dedans? Parce qu'il dit on frappe fort, on frappe très très fort pour le français. Dans les faits, les mesures ne sont pas à la hauteur. Donc, ça dérègle le débat public. On a l'impression qu'on est avec l'utilisation de l'artillerie lourde, alors que dans les faits, on est avec des arbalètes pas de corde. Oui, c'est ça. C'est un théâtre, là, un mauvais théâtre d'été où le gouvernement veut rassurer une certaine clientèle électorale en utilisant par le discours, mais dans les faits, les mesures ne suivent pas. Il faut que les bobines suivent les bottines, c'est-à-dire. Puis, il y a une autre remarque que je ferais, c'est que la ministre Derry, quand même, a fait quelque chose l'année passée. Elle a haussé les frais pour les étudiants canadiens non résidents. Puis, ce qu'on a vu suite à ça, c'est un torrent d'insultes de la part du Canada anglais. Là, on a vu une chronique qui disait que Legault est en train de péter dans la direction du Canada anglais, ça dans un journal, dans le National Post. Donc, puis il y a eu une série d'articles comme ça hallucinante qui a duré 6 mois jusqu'à ce que la ministre recule en grande partie sur cette mesure. Puis, en fait, ça, c'est le même contexte que le petit incident qu'on a vu cette semaine avec ma personne, c'est-à-dire que si on soulève le voile puis on montre la réalité comme elle est, à ce moment-là, il y a un torrent d'insultes qui nous est destiné. Puis moi, je pense que c'est structurel au Canada, en fait. C'est que les anglophones sont favorisés partout au Canada, incluant au Québec. Puis si on en parle, à ce moment-là, il n'y a pas de réponse rationnelle à ça. Puis le seul recours, c'est l'insulte, la diffamation, etc. Mais l'analogie avec la mesure de la ministre Derry, que je salue d'ailleurs, qui a fait preuve d'un certain courage en faisant ça, même si, malheureusement reculée en bonne partie, là, elle s'est fait accueillir avec le même genre de traitement. Mais ce qu'il faut faire, je pense, c'est persister. Frédéric Lacroix, chercheur indépendant en démographie linguistique, j'espère qu'on vous entendra souvent, on vous entendra ailleurs aussi. C'est un plaisir de vous avoir et au diable ce député ontarien insulteur. Bonne journée. Merci à vous.